Bien, alors la dernière fois, à la fin de la dernière fois, je vous annonçais un peu ce qu'on allait faire. Donc jusqu'à présent, on a fait, avant cette interruption due au Covid, on a fait un petit tour de la complexité des fonctions d'un grand nombre de variables aléatoires, et de la complexité topologique, et les outils pour la traiter. Et on a regardé des exemples qui venaient de la physique, à savoir les verres de spin sphériques, où on a vu que non seulement on pouvait aller assez loin dans la compréhension de cette topologie, mais aussi que grâce à la description topologique, donc à température zéro, si vous voulez, du paysage, j'ai juste mentionné ces choses-là, je ne suis pas allé en profondeur, mais on pouvait passer à la température positive et décrire la mesure de Gibbs. Ça a été le travail qui a été lancé par Subag et obtenir des résultats très précis, et d'un certain point de vue plus précis que ce que le point de vue initial de Parisi donne. Ensuite, on a regardé un autre problème qui, a priori, n'avait rien à voir, qui était le problème de tensor PCA, l'analyse en composantes principales pour des tenseurs. Et on s'est rendu compte que je vous ai raconté les différents seuils qui existent pour ce problème de statistique, où il s'agit d'estimer, disons, un tenseur de rang 1, un P-tenseur de rang 1, quand vous en avez une version bruitée, un certain nombre d'échantillons bruités. Et donc il y a différents seuils. Il y a le seuil de la théorie de l'information, puis ensuite il y a l'aspect statistique. Donc je vous ai dit que quand on prenait comme démarche statistique la démarche la plus élémentaire, c'est-à-dire le maximum de vraisemblance, ce paysage du maximum de vraisemblance, là, si vous regardez le risque empirique, est en fait une fonction aléatoire d'un très grand nombre de variables. Et quand vous le regardez, c'est simplement c'est un très bon exemple. Pour moi, c'est un workhorse, quelque chose qui permet de s'entraîner un peu sur le sujet, parce que ce risque empirique est simplement un verre de spin sphérique plus un terme déterministe qui porte le signal. Et ensuite, on pouvait donc décrire topologiquement, suivant la force du signal, suivant la force du rapport signal-bruit, le comportement de ce paysage aléatoire. Et ensuite, bien sûr, je vous ai aussi... Donc ça, c'est le deuxième seuil, en quelque sorte. Et ensuite, bien sûr, il y a la question qui, a priori, n'est pas directement reliée à la structure topologique, c'est la question de l'exploration, donc l'algorithme, l'aspect computationnel, simplement. Comment est-ce qu'on trouve ce minimum? Il ne suffit pas de savoir que le paysage est comme ça. Et donc là, il y avait une autre difficulté qui s'introduisait, quand pour les algorithmes standards, à savoir descente de gradient, dynamique de Langevin, ou des choses de ce genre-là, c'était d'échapper à la médiocrité. C'est-à-dire, le drift, le signal est très faible dans la zone d'entropie maximale, qui est l'équateur de la sphère, puisqu'on était dans un modèle sphérique. Et je vous répète, donc, la chose essentielle, c'est quand on est en très grande dimension et qu'on prend une sphère, l'équateur porte pratiquement toute la masse. L'équateur pour n'importe quel pôle. Donc, la masse des hémisphères est exponentiellement petite dans la dimension. Donc, quand vous partez avec un point au hasard, c'est différent de si vous partez avec un warm start, c'est-à-dire si vous partez dans l'hémisphère, si vous avez déjà de l'information. Vous partez dans un point qui est à l'équateur, et la première phase, la première difficulté, la search phase, c'est de réussir à échapper à cette médiocrité. Le résultat là est médiocre, il est random, et de réussir à rentrer dans un des hémisphères. Cette difficulté-là a en fait pas grand-chose à voir avec la complexité topologique, et c'est une difficulté anthropique, c'est celle de trouver needle in a haystack, une aiguille dans une botte de foin. Et pour ça, il faut donc un drift relativement fort, un signal relativement fort, et le seuil pour ce signal était très élevé. En fait, c'était n puissance p-2 sur 2, pardon, et au-delà duquel les algorithmes locaux standards, à savoir, donc, comme j'ai dit, Langevin, gradient descent, stochastic gradient descent, descente de gradient stochastique, ou approximate message passing, tout cela marche au même seuil qui est n puissance p-2 sur 2. Je vous ai aussi dit la dernière fois qu'il y avait d'autres algorithmes qui, en dessous de ce seuil, mais encore au-dessus d'un seuil divergent, qui était n puissance p-2 sur 4, marchent. Donc les algorithmes locaux, ceux que tout le monde utilise, ceux qui sont naturels, les algorithmes de descente de gradient, ne sont pas optimaux pour échapper à cette médiocrité. Donc, parmi les algorithmes qui marchent, je vous en ai cité quelques-uns, les premiers qui ont été... Donc cette question est arrivée dans un article vraiment important en fait, de Richard et Montanari en 2014, et depuis elle est étudiée assez sérieusement.
Et donc, c'est Afonso Bandera et ses collaborateurs qui ont montré qu'avec ce qui s'appelle sums of squares, les hiérarchies de relaxation de somme de carrés, on pouvait traiter ce modèle jusqu'à au-dessus du seuil n puissance p-2 sur 4. Et ensuite, il y a eu plein d'autres algorithmes qui sont arrivés. Donc, la hiérarchie de Kikuchi, enfin, toutes sortes d'algorithmes collaboratifs. Des algorithmes qui marchent, mais que bien sûr, personne ne va utiliser. Leur complexité est trop grande. Il y a un algorithme très simple qui marche, qui était en fait celui proposé par Montanari et Richard. Ils ne le prouvaient pas vraiment dans le papier de 2014, et donc on l'a prouvé il y a quelques mois avec Jiaoyang Huang et Daniel Huang. C'est simplement le tensor unfolding, donc en français le dépliage de tenseurs. Donc encore une fois, je vous répète ce que c'est. Vous prenez un tenseur, disons un tenseur 3, qui est une boîte en 3 dimensions de nombres, vous la dépliez pour en faire une boîte en 2 dimensions de nombres, c'est-à-dire une matrice qui va être très longue, et vous calculez les valeurs singulières de cette matrice très longue, et il y a une transition de phase, la transition BBP, en fonction de la force du signal, qui fait sortir, et ça c'est vraiment PCA au sens le plus simple, PCA pour une matrice, qui fait sortir une valeur propre du bulk et un vecteur propre qui s'aligne sur le signal. Donc ça c'est fait, c'est plus compliqué, c'est le même cadre que la transition BBP initiale de 2005, sauf que comme la matrice est très très longue, la question est plus subtile, et ça demande des outils un peu plus récents de matrice aléatoire, mais c'est fait donc dans ce papier récent. Et donc ce que Montanari et Richard annonçaient est maintenant prouvé, que P soit pair, ou que ce soit un P tenseur avec P pair ou impair. Il y avait une difficulté là, tout ça c'est réglé. Et donc cet algorithme est un algorithme très simple, mais qui de nouveau s'arrête là. Alors, maintenant, je voudrais passer, donc là on était dans un problème de statistique, et si vous y réfléchissez bien, et on avait donc utilisé la méthode de statistique la plus triviale, c'est-à-dire maximum de vraisemblance. Et ensuite, on avait utilisé, ce que j'ai voulu étudier vraiment, ce sont les algorithmes d'optimisation les plus simples. Donc descente de gradient stochastique, etc. Ce que tout le monde utilise. Et pas essayer d'aller dans ces algorithmes subtils, parce que dans ce problème-là, on peut trouver ces façons subtiles de raisonner, mais en général, on ne sait pas faire. Donc là, maintenant, je voudrais passer à un problème de statistique plus général, mais qui contient ce que je viens de dire. Donc c'est le problème le plus simple auquel on puisse penser, c'est-à-dire un problème où le signal est de rang 1. D'accord ? Comme dans TensorPCA. OK ? Et je vais vouloir explorer, exactement comme je viens de le résumer. Il y a 2 choses à regarder. D'abord, je vais vous dire que cette classe de problèmes couvre énormément de problèmes de statistiques. Bien entendu, pas les problèmes de classification les plus compliqués, mais... et ensuite, on pourra s'amuser à explorer 2 choses. D'une part, la dynamique. Et là, je vais vouloir explorer la dynamique. Alors, on pourrait faire toutes sortes de dynamiques. Je vais prendre la dynamique de descente de gradient stochastique online, c'est-à-dire avec des mini-batchs les plus petits possibles. Et puis ensuite, on pourra quand même, je vous dirai rapidement, ce qu'on comprend sur le problème de la complexité topologique. D'accord ? Alors, avant de faire ça, je voudrais donner un point de principe, qui est pas... Parce que là, je vais parler de descente de gradient stochastique. Si vous avez un échantillon, une fonction de perte, et que vous construisez la fonction de perte empirique sur cet échantillon, donc vous obtenez justement une fonction aléatoire d'un très grand nombre de variables dont la complexité peut être intéressante. Ensuite, vous pouvez faire l'algorithme de descente de gradient, pas stochastique, de gradient, ou Langevin si vous préférez, c'est rajouter un peu de bruit. Pour cet algorithme-là, c'est donc un algorithme de descente dans ce paysage compliqué. Pour cet algorithme-là, ce qui compte, c'est cette fonction empirique de perte. 1 sur m, somme de 1 à m, de L de y ici, L est la fonction de perte. Maintenant, et les algorithmes dont je viens de parler, Langevin par exemple, c'est un algorithme donc réversible qui essaye de descendre dans ce paysage compliqué. L'algorithme de descente de gradient, c'est une limite de Langevin à bruit zéro. Par contre, si vous parlez avec des gens qui font ça, en fait, ils vont tous vous dire personne ne va toucher à ça. Alors dans le cas du TensorPCA, je vous ai dit tous ces algorithmes performent au même niveau. Mais tout le monde va vous dire non, il faut faire la descente de gradient stochastique. C'est mieux. Alors, la raison, c'est... Pourquoi c'est mieux ? Alors,
si vous croyez la logique... Ah non, non, non. Si vous croyez à la logique de ce qu'on comprend sur le gradient stochastique en dimension finie, voilà ce qu'on doit penser. L'algorithme de descente de gradient stochastique ne voit pas véritablement le risque empirique. Ça n'est pas du tout pareil que la descente de gradient dans le risque empirique. En fait, l'algorithme de gradient stochastique est censé converger vers la descente de gradient du risque vrai, du population risk, du risque, de la moyenne du risque. Alors bien sûr, en dimension finie, quand vous avez un risque empirique et un risque vrai, si vous avez un échantillon de taille assez grande, les deux fonctions sont très similaires. Mais en grande dimension, ce n'est pas si sûr. Donc il peut y avoir un avantage au gradient stochastique. Si vous écoutez bien ce que les gens vous disent, c'est aussi que cet algorithme a un aspect irréversible, pas comme l'angevin, qui en fait peut aider. Okay, donc tout ça, c'est assez flou, ce que je raconte. Donc là, je vais vous raconter des choses en rang 1, où on comprend très bien. Et la fois prochaine, je vous raconterai un travail très très récent, qui n'est même pas encore posté. Non, ça, c'est pas français. Qui n'est même pas encore mis en ligne, où on va étudier des choses plus compliquées que du rang 1. D'accord ? Alors, et où là, vous allez voir, la semaine prochaine, je vous montrerai comment on tombe sur une espèce de zoo, de bestiaire, extrêmement étonnant et plutôt riche. Alors, pour l'instant, donc, on regarde une famille très simple de problèmes de statistiques en grande dimension qui va contenir notre exemple de tenseur PCA et bien d'autres. Donc, comme avant, vous avez un échantillon Y1, Ym de variables ID, et vous avez choisi déjà, on est au stade où vous avez, je ne vais pas me poser la question de théorie de l'information ici, vous avez choisi votre procédure statistique, c'est-à-dire que vous avez une fonction de perte que j'ai appelée L. Et ici, petit x, c'est bien sûr le paramètre. D'accord ? Alors, vous avez bien sûr la perte ou le risque de la population, qui est l'espérance de cette perte. Et bien entendu, cette fonction-là, vous ne la connaissez pas, vous n'y avez pas accès, parce que vous n'avez pas accès à la vraie loi des données. Et maintenant, on va faire l'hypothèse que cette fonction de perte, R de x, la vraie fonction de perte, est en fait une fonction d'une seule variable. D'accord ? C'est pour ça que j'appelle ça rank 1, rang 1, la situation la plus triviale. D'accord ? Vous ne pouvez pas descendre en dessous de ça. Donc, rang 1. Donc, c'est une fonction, par exemple, disons, parce que ça sera dans la majorité des cas, ça sera quelque chose comme ça, c'est une fonction de la distance à un point. D'accord ? Le vrai paramètre, les physiciens appellent ça un signal planté. D'accord ? Mais vous avez votre vrai paramètre qui est x star, que vous ne connaissez pas, et disons que votre fonction de perte, vous l'avez construite très intelligemment, il ne dépend que de la distance à ça. D'accord ? Donc, si on est sur la sphère, évidemment, la distance à un point, c'est la même chose que la latitude, c'est la même chose que le produit scalaire. D'accord ? Donc ici, on va supposer, par exemple, que notre fonction de perte est une fonction de m de x, où m, c'est simplement le produit scalaire x star. Donc vous reconnaissez que c'était la situation que nous avions dans le tensor PCA. Dans le tensor PCA, le x star, c'était votre pôle nord, si vous voulez, ce que vous cherchiez à estimer, et la population, le population loss, c'était juste cette latitude m à la puissance p, avec une constante de vent. D'accord ? Donc c'était exactement la situation qu'on avait, c'est la situation la plus simple. OK. Donc, alors je vous dis, ça couvre bien de choses. Ça couvre, comme je viens juste de le dire, les modèles de spike matrices et tensor PCA. Donc, métrique, ça serait le Kp égale 2. Mais ça en contient plein d'autres. Donc, il y a une classe très très vaste je ne vais pas rentrer dans tout, de modèles de statistiques qui s'appellent les GLM, les modèles linéaires généralisés, qui ont été introduits par Medderburn dans les début des années 70. Qui couvre même une très très grande quantité de problèmes, mais il faut juste comprendre une chose importante, c'est que c'est comme souvent les titres en statistique, c'est un très mauvais titre en fait, parce que le modèle linéaire généralisé n'a rien de linéaire. D'accord ? Il est généralisé, parce que ça veut dire, en fait, ça veut dire non linéaire. D'accord ? Mais voilà. Par exemple, si vous connaissez ces problèmes-là, il y a le problème qui rentre là-dedans de phase retrieval.
Il y a par exemple des histoires d'apprentissage supervisé quand vous avez, c'est un modèle que les physiciens aiment beaucoup parce qu'il est proche du perceptron, donc les modèles de type perceptron, des réseaux à une seule couche qu'on appelle teacher-student, des mélanges de gaussiennes. Alors qu'est-ce que c'est que le problème de mélange de gaussiennes? C'est que votre distribution, c'est en fait un mélange de gaussiennes, c'est la somme de deux gaussiennes, d'accord? Et donc là-dedans, vous pouvez avoir plein de paramètres. Il y a d'abord la masse des deux gaussiennes. Vous pouvez avoir un demi, un tiers, un quart, un tiers, deux tiers. Et vous avez aussi, bien sûr, donc, les moyennes, donc la localisation de ces deux nuages gaussiens et leur covariance. Si vous mettez tous ces ingrédients dans un modèle et que vous avez non pas 2 gaussiennes, mais 18 gaussiennes, ça devient un problème vraiment difficile. C'est un des vrais gros problèmes de classification. Mais par exemple, si vous en mettez seulement 2 et que vous supposez que vous connaissez les variances, disons identité pour les matrices de covariance, disons que c'est l'identité, juste pour simplifier, vous avez donc 2 gaussiennes standards, mais la seule chose que vous ignorez, c'est l'endroit où elles sont centrées. D'accord? Et la question maintenant, c'est estimer ça. D'accord? Donc vous voyez bien que, en fait, si vous avez 2 gaussiennes standards, disons que vous connaissez la variance, l'identité, la seule chose que vous avez à comprendre, c'est le vecteur entre les 2 centres de ces gaussiennes. D'accord? Et ça, c'est quelque chose de rang 1. Si vous avez 3 gaussiennes, vous augmentez la dimension. D'accord? Bon. Donc, il y a beaucoup de modèles. Là, on rentre maintenant. Le tensor PCA, j'y suis allé, c'est un modèle un peu artificiel, mais qui est bien parce qu'on peut pousser très loin, parce qu'en fait, il se ramène à un problème de verre de spin avec un signal. Là, en général, c'est des modèles plus compliqués, plus difficiles, mais on est toujours dans des situations de rang 1. OK. Alors, on peut faire de nouveau 2 choses. Les 2 choses que j'ai faites pour le tensor PCA, comme je viens de vous dire. On peut étudier la topologie du paysage. Alors ça a été fait récemment, donc il y a 1 an ou 2 maintenant, par Antoine Maillard, qui était à l'époque élève à l'école normale, et Giulio Biroli. Et alors, je vais y revenir plus tard. Je ne vais pas le faire tout de suite, parce que j'essaye d'alterner entre la dynamique et la statique. Donc là, je vais vous faire un peu de dynamique. Là, vous allez voir que... Donc vous pouvez vous poser la question... En général, les matrices aléatoires qui sont dans ce... Donc, vous vous rappelez bien, quand on calcule la topologie, on utilise Katz-Rice qui nous fait un dictionnaire avec un problème de matrice aléatoire. Et la matrice aléatoire, c'est toujours la loi du hessien de cette fonction conditionnée par le fait qu'un point est critique. Dans ces modèles, en général, les matrices aléatoires qui sont là ne sont pas dans la famille qu'on a vue pour le cas des verres de spin. Elles n'ont pas la symétrie que ces choses-là avaient, c'est-à-dire par le groupe orthogonal. Et donc, ces matrices ne sont pas des matrices de type GOE, qui sont bien plus simples. Dans le cas du verre de spin, les matrices étaient du GOE shifté. Dans le cas de tensor PCA, c'était un GOE avec un spike, avec une modification de rang 1. Ici, c'est des matrices d'un autre genre. Mais la nature est bien sûr bien faite. Le dieu des matrices aléatoires est toujours sympathique, parce qu'en fait, il y a 2 grands exemples, il y a 2 grandes familles de matrices aléatoires, et seulement 2, où on comprend quelque chose. L'une, c'est les matrices à entrée indépendante, Wigner, dont le cas le plus simple, c'est GOE, quand les entrées sont gaussiennes. Et l'autre, c'est les matrices de covariance empirique, c'est XX star. D'accord? Et les matrices de Wishart, quand elles sont gaussiennes, ou le LOE, le Laguerre Orthogonal Ensemble, et dont la limite maintenant n'est plus le demi-cercle, mais la loi de Pastur-Marchenko. D'accord? Et donc, ces 2 grandes familles, et bien, comme par hasard, dans ce problème-là, on tombe sur l'autre famille. D'accord? Alors, pour tous ceux qui ne savent peut-être pas pourquoi, il y a une bonne raison pour laquelle ces 2 familles-là sont vraiment les 2 seules importantes. D'accord? C'est la même, si vous bon, je n'ai pas le temps, je ne vais pas raconter ça, mais si vous allez dans la théorie des probabilités libres de Voiculescu, ces 2 exemples-là correspondent, donc la convergence du spectre vers une limite, c'est précisément la même chose que la théorie des sommes de variables aléatoires indépendantes de Paul Lévy. Qu'est-ce que nous a raconté Paul Lévy sur les sommes de variables indépendantes standards? C'est qu'il y a 2 grands cas. Il y a un cas où vous avez des fluctuations gaussiennes quand la variance est finie. Ça correspond au GOE. Et il y a un cas où non, vous n'avez pas des fluctuations gaussiennes, vous avez les lois stables. Et ça correspond aux matrices de Pastur-Marchenko. Donc c'est les 2, de certain point de vue, les 2 choses qui sont là. Alors, donc on peut poser ces questions-là. Ou bien on peut poser une autre question qui, a priori, n'a pas directement à voir, qui sont la question de la dynamique de l'optimisation. Donc, on pourrait s'amuser à faire ça avec Langevin, avec tous les algorithmes auxquels vous pouvez penser, mais c'est un peu long.
Donc je vais me résumer au seul sur lequel on a vraiment travaillé, qui est Online Gradient Descent, qui ont été obtenus il y a maintenant quelques temps, avec 2 ans, avec Okosh Jagannath et Reza Ghessari. OK? Donc on va commencer par le point 2 cette fois-ci. Auparavant, on a commencé par la topologie, là on va commencer par la dynamique. Donc je vais vous parler de Online Gradient Descent, descente de gradient stochastique online. Je ne sais pas traduire online. En rang 1. Alors qu'est-ce que c'est, la descente de gradient stochastique? Tout le monde sait, je pense, hein, mais je répète. Donc, vous avez cette fonction L, rappelez-vous, qui est la fonction de coût. Celle-là, vous la connaissez. Ce que vous ne connaissez pas, c'est la moyenne de la fonction de coût. D'accord? Parce que vous ne connaissez pas la loi des données. C'est ça que vous essayez de comprendre. Donc, la fonction de coût, elle dépend de votre paramètre X et de la donnée Y. Vous avez un échantillon. Alors, qu'est-ce que c'est la descente de gradient stochastique? Normalement, vous faites la chose suivante. La descente de gradient pas stochastique, la descente de gradient standard. Vous prenez toutes vos données, vous construisez le coût ou le risque empirique, vous faites la somme de tout le monde, et vous suivez le gradient de ça. Ça ne serait pas difficile. Vous pouvez aussi imaginer que vous n'avez pas envie de faire ça, parce que si toutes vos données, c'est 10 puissance 8 données, calculer le gradient, c'est un peu long. Mais vous pouvez utiliser le fait que ce gradient de la fonction empirique, c'est une somme de gradients. Donc ce que vous pouvez faire, c'est décider, au lieu d'attendre de faire une somme sur toutes vos données, vous pouvez faire une somme sur un batch, un sous-ensemble de données. Les 12 premières, et puis après les 12 suivantes, etc. Ça, c'est la taille du batch, 12. Donc quand vous prenez la taille du batch, qui est l'ensemble des données, vous avez la descente de gradient standard. À l'autre extrême, vous avez la descente de gradient online, c'est-à-dire que votre batch, c'est 1. Donc il y a une donnée qui vous arrive, vous suivez cette donnée. Une autre donnée qui vous arrive, vous suivez cette donnée. Ça, c'est Online Gradient Descent. Donc c'est l'extrême opposé de la descente de gradient standard. Alors, bien entendu, on pourrait s'amuser à étudier des mini-batchs. Et il y aura bien sûr un régime où on va passer de l'un à l'autre. Les gens dans la pratique font des choses beaucoup plus compliquées que ça. Ils font donc des descentes de gradient avec des batchs. Ils changent éventuellement le step size, c'est-à-dire le delta, le long de la trajectoire, parce qu'il y a des endroits où il faut que delta soit petit, des endroits où il faut que delta soit grand. Éventuellement, ils font du reuse, c'est-à-dire que quand on est arrivé à la fin des données, on reprend toutes les données, on les permute aléatoirement et on recommence. Tout ça, ça donne encore d'autres théorèmes à prouver si vous avez envie d'essayer. D'accord? Bon, mais nous, il fallait bien prendre un exemple, donc on a pris celui-là. Alors, comme on est sur la sphère, on aurait pu prendre le gradient sphérique, ça revient au même. On fait le mouvement qui est là-haut. Donc, vous voyez, on a t est discret ici. Donc, vous êtes à la position xt-1. Vous suivez le gradient de votre loss en utilisant la variable, votre donnée aléatoire. YK, ça devrait être YT, pardon. Et avec un step size delta. Et ça vous fait peut-être sortir de la sphère. Vous reprojetez sur la sphère en divisant par la norme, simplement. D'accord ? Si vous n'aimez pas ça, que ce n'est pas vraiment le gradient stochastique sur la sphère, remplacez le gradient par le gradient sur la sphérique et vous aurez le même genre de résultat à la fin. Alors, bien entendu, il faut aussi vous donner la distribution que je vais appeler mu de l'endroit d'où vous partez. Et comme on l'a vu dans le tensor-picier, maintenant vous avez ça pour vous appuyer. Cette distribution initiale joue un rôle essentiel. Si vous démarrez avec une distribution aléatoire, comme on a dit, vous allez démarrer à l'équateur, c'est difficile de sortir de l'équateur. Si vous démarrez déjà dans l'hémisphère, c'est beaucoup plus facile. D'accord ? Bon, alors voilà l'algorithme. On ne peut pas faire plus bête que cet algorithme-là. Plus simple. Alors bien entendu, comme vous avez des données limitées, par grand M, la quantité de données grand M va vous dire combien de temps vous pouvez faire tourner votre algorithme, si vous ne faites pas de reuse, justement. Alors... Comment tu choisis le YT à chaque étape, c'est indifférent. Oui, c'est-à-dire que ça, c'est la seule chose que tu as, laquelle tu ne peux pas toucher, ce sont tes données. C'est Y1, Y2, Ym. Elles sont là. Elles sont déjà ordonnées. Voilà, elles sont arrivées. Oui, alors là, bien sûr, Pierre-Louis met le doigt sur quelque chose. Toutes ces histoires, toutes les affaires que je connais, en tout cas moi, d'études un peu sérieuses, rigoureuses, mathématiques, physiques, même rigoureux n'a rien à faire ici. Toutes ces études de ces algorithmes, du machine learning, des statistiques en grande dimension, pratiquement tout le temps, on fait l'hypothèse standard des statistiques, c'est-à-dire que les données sont IID. D'accord ? Parce que sinon, on ne sait pas comment travailler. Mais en vérité, évidemment, beaucoup des données
Là, sont pas IID. Donc ça, c'est encore une autre page. Mais pour l'instant, mes données YI sont IID. Alors, on va avoir besoin de quelques hypothèses. En particulier, il y a des besoins d'hypothèses sur cette quantité-là que j'appelle H, qui est juste la différence entre le coût et sa moyenne. Rappelez-vous, R de X, c'est l'espérance de L de XY. L'espérance en Y de L de XY. D'accord ? Donc cette fonction H, on a besoin d'hypothèses de régularité. Je vais passer dessus. Et à ce moment-là, on peut prouver, alors ça c'est important, il faut aller doucement, que le online gradient descent estime le signal au moins partiellement, fait mieux que aléatoire, trouve quelque chose de corrélé avec le signal, dans un temps t qui est donc d'ordre m. Rappelez-vous, grand M, c'est la quantité de données que j'avais. Lorsqu'on a fait le bon choix de ce que je vais appeler alpha, qui est m sur n, faites attention, je ne suppose pas que alpha est fini. Je ne suppose pas que m est égal à 3n. D'accord ? Mon alpha, il pourrait être très petit ou très grand. D'accord ? Donc, en fonction de ce alpha et du step size. D'accord ? De alpha et de delta. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? C'est que ce choix bien fait de alpha et de delta va dépendre de la géométrie du problème, et ça va dépendre en particulier d'un entier, que là je note grand K, qu'on a introduit ici, et qui est ce qu'on a appelé le information exponent. D'accord ? Donc, c'est évident que les choses devraient être pas trop difficiles, puisqu'on est en rang 1. En rang 1, le population loss, R de X, le comportement de cette chose-là près de l'équateur, par exemple, n'est pas très difficile. Il n'est pas contrôlé. Si vous faites un développement de Taylor, la seule chose qui compte, c'est les dérivés. Combien il y a de dérivés nuls, en fait. Alors, effectivement, c'est ce qui se passe. Donc, on avait cette hypothèse, c'est que le population loss était une fonction de la distance au signal, donc ici de la latitude sur la sphère. D'accord ? Bon, mais maintenant, cette exposante d'information K, c'est le nombre de dérivés de grand phi qui s'annule en 0. Je vous rappelle que 0, c'est l'équateur, donc la zone d'entropie maximum. Donc on dit que l'exposant est 1 si la première dérivée est non nulle, 2 si la première dérivée est nulle et la deuxième est non nulle, non, au contraire, non nulle et nulle, etc. Si vous y réfléchissez une minute, reprenons l'exemple de tensor PCA. D'un tensor PCA, ce phi de m, c'était m, avec des constantes, m à la puissance p. Donc, clairement, mon information exponent, c'est p. D'accord ? Et par exemple, il y a une différence entre... On a vu qu'il y avait des cas, que le cas des matrices était plus simple que le cas des tenseurs, donc p égale 2 était plus simple que p supérieur ou égal à 3. D'accord ? Et p égale 1 correspondrait à quoi ? P égale 1 correspondrait au cas des vecteurs, c'est-à-dire au cas ridiculement simple de la régression linéaire pour des vecteurs. D'accord ? Donc, 1, c'est les vecteurs, 2, c'est les matrices, dans le cas de tensor PCA, et 3, ou au-dessus, c'est les tenseurs. D'accord ? Bon. Alors maintenant, voilà les résultats. La classification qu'on a obtenue, c'est ça. Donc vous devez d'abord avoir un step size et une quantité de données compatibles dans ce sens-là. Alpha moins 1 doit être négligeable devant delta, qui doit être négligeable devant alpha puissance moins 1,5. Alors, après, il y a 3 types de modèles. Il y a les modèles simples, où k égale 1, qui dans le cas de tensor PCA correspondrait au vecteur. Et alors là, on a juste besoin d'avoir alpha qui soit plus grand que 1. Qui soit beaucoup plus grand que 1. Rappelez-vous qui est alpha. Alpha, c'est m sur n. Pour garantir la convergence, il suffit que m soit beaucoup plus grand que n. D'accord ? Et à ce moment-là, la latitude va aller vers 1 carrément. Ce n'est même pas partial recovery, vous allez trouver le pôle nord. OK ? Après, alpha n étapes. Après, il y a les modèles critiques, k égale 2. Donc rappelez-vous, ça correspond par exemple à matrix PCA. Alors là, on a besoin que alpha diverge un peu plus, log n carré. Et c'est optimal, on ne peut pas faire beaucoup mieux que ça. Et pour avoir la même garantie. Si vous avez log n carré, donc si vos données maintenant c'est m qui grandit plus vite que n fois log n carré, dans ces modèles critiques, vous allez aussi réussir à échapper à l'équateur et trouver le pôle nord. Et dans les modèles durs, k strictement plus grand que 2,
donc par exemple tensor PCA, là vous avez besoin que alpha soit plus grand polynomialement. Vous avez besoin que alpha soit plus grand qu'une constante fois n puissance grand K moins 2. D'accord? Alors vous voyez bien que grand K moins 2, quand K égale 2, ça fait 0, donc on retombe dans le... Mais pour la même garantie. Donc, ce K moins 2, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début de cette séance, et ce que j'ai dit la dernière fois, correspond évidemment à ce que je vous disais, c'est-à-dire que le seuil, après normalisation, le seuil du rapport signal-bruit, pour être sûr qu'on allait trouver le signal, était n puissance P-2 sur 2. Bon, le sur 2, c'est une question de normalisation. Et ce P-2, c'est bien sûr K-2, parce que pour le tenseur, K égale P. D'accord ? Donc ce résultat-là vous dit exactement le même genre de résultat que je vous avais raconté avant, dans le cas spécifique de tensor PCA. Je vous disais que pour pouvoir échapper à la médiocrité de l'équateur, la durée de la search phase soit pas trop grande. En fait, il faut que le rapport signal-bruit soit plus grand que n puissance P-2 sur 2. C'est le même genre de rapport ici. D'accord ? C'est précisément la même chose. Donc on retrouve ici, dans une classe beaucoup plus vaste que tensor PCA, la même chose. Et on a cette classification entre modèles simples, durs et entre les deux. D'accord ? Alors, si vous avez un modèle de rang 1, bon, rang 1 c'est simple, mais mon intuition c'est que dans la très grande majorité des systèmes, ça va être simple, les gens ne voient même pas qu'il y a une difficulté à toute cette affaire-là. Les modèles durs, en fait, les gens ne les traitent pas, parce que c'est trop long, on n'y arrive pas. Et donc la très grande majorité des modèles sur lesquels les gens travaillent sont les modèles critiques. Et quand vous allez voir la liste des modèles critiques, comme par hasard, c'est ceux-là sur lesquels il y a de l'activité. Alors, il y a aussi des résultats de réfutation, donc qui vous disent que ça ne marche pas dans le cas contraire. Donc en K égale 1, si alpha est beaucoup plus petit que 1, ça ne va pas marcher, si m est beaucoup plus petit que n. Pareil dans le cas critique, si alpha est beaucoup plus petit que log n, alors là, si vous avez observé de près, vous voyez qu'on a un trou, parce qu'on avait log n carré et log n. On n'a pas très envie de mettre le travail qu'il faut pour combler ce trou, mais si quelqu'un a de l'énergie à perdre. Et par contre, dans le cas dur, c'est pareil, donc si alpha est beaucoup plus petit que n puissance k-2, ça ne marche pas. C'est ce qu'on vous a dit dans le tensor PCA, on reste coincé à l'équateur. Donc c'est relativement complet comme type de résultat. Je vous répète, c'est pour online gradient descent. Ça serait bien de l'avoir pour des résultats, des procédures plus compliquées, mais je ne peux pas imaginer qu'il y ait quelque chose d'intéressant qui se passe, parce qu'on sait, par exemple, dans le cas tensor PCA, on sait que quand vous prenez l'algorithme de gradient standard, le seuil est le même. Donc comme l'algorithme de gradient standard correspond à un batch complet, et que là je viens de vous traiter le batch le plus grand possible, et là je vous donne le résultat pour le batch le plus petit possible, c'est naturel d'imaginer qu'il n'y a rien de très intéressant qui se passe au milieu. D'accord ? Alors, voilà un exemple parmi beaucoup d'autres. Vous faites alors, il y a une grande difficulté sémantique. C'est quand on parle de réseau, c'est savoir compter les couches. Les physiciens et les gens de machine learning ne les comptent pas de la même façon. Il y en a une de plus dans l'un des cas. Donc, quand on dit qu'un réseau a 2 couches, est-ce que ça veut dire qu'il y a une couche ça dépend si vous comptez la couche d'entrée ou pas. D'accord ? Il y a des gens qui comptent les couches internes et d'autres qui comptent toutes les couches. D'accord ? Donc, à part ça, voilà. Donc là, ici, vous prenez un réseau tout simple. Donc, vous voyez, si vous n'avez pas l'habitude de ce que c'est que ce bidule, c'est le réseau le plus simple que vous puissiez imaginer en machine learning. Donc vous avez des entrées. Et ici, vous faites. Donc vous avez une matrice A, si vous voulez, un vecteur A. Ces entrées vont aboutir. Vous faites le produit de A par X. Et X, c'est le paramètre, pardon, ici. Et quand vous êtes arrivé là, vous faites agir une fonction d'activation sigma, coordonnée par coordonnée. D'accord ? Et ensuite, la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est de vous donner une fois que vous avez fabriqué ça, vous avez juste besoin de déterminer, dans votre procédure statistique, vous avez besoin de déterminer quelle est la fonction de perte que vous utilisez. Alors bien sûr, on peut utiliser plein de fonctions de perte, la cross-entropie, ce que vous voulez. Ici, je prends la plus bête du monde, c'est-à-dire la fonction de perte quadratique, L2. D'accord ? Voilà. Donc, dans ces choses-là, par exemple, typiquement, votre fonction
de coût, la vraie, a cette structure-là, espérance de sigma de A scalaire x moins sigma de A scalaire x star, le Plankton signal au carré. Et sigma, c'est votre fonction d'activation. Alors, suivant comment vous choisissez ce sigma, bien sûr, vous pouvez aussi changer vous pourriez changer la fonction de perte. Je ne vais pas changer tout à la fois, donc là, je prends la fonction de perte la plus bête. Suivant comment vous choisissez votre sigma, eh ben, k égale 1, 2 ou plus que 2. K égale 1, par exemple, si vous choisissez la fonction sigma d'être la sigmoïde ou relue. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est relue de x, c'est x plus. C'est rectified linear unit, c'est une façon informatique de dire x plus. Si par exemple vous avez sigma de u égale u au carré, ce qui est le cas de phase retrieval, ou sigma de u égale valeur absolue de u, c'est une autre variante de phase retrieval, ben vous tombez dans k égale 2. Tout ça c'est rien, c'est calculer les dérivés de cette fonction-là. Alors pour trouver k supérieur ou égal à 3, ça devient plus compliqué. En fait, évidemment, personne n'utilise des exemples comme ça. Alors vous verrez dans le papier c'est facile de calculer ce phi par un développement en polynôme d'Hermite, en fait. Et si vous choisissez votre fonction d'activation comme étant le troisième polynôme d'Hermite, ça tue les deux premiers coefficients, ça vous fait quelque chose de dur. Il faut être singulièrement vicieux pour faire ça. Mais ce cas-là, où vous choisissez cette fonction d'activation juste parce que vous êtes pervers, vous voulez avoir toutes les premières dérivées nulles, vous donne un cas difficile. Et c'est celui-là qui correspond au tensor PCA. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire un peu attention, parce que le tensor PCA, si on travaille trop dessus, on finit par croire que tout est difficile. Alors que là, par exemple, dans cet exemple-là, on se rend compte que pour que quelque chose soit difficile, il faut choisir la fonction d'activation de façon assez particulière. Bon. Alors ça, c'est le rôle, par exemple. Vous voyez, là, c'est important. On voit le rôle de l'architecture. On voit le rôle du choix dans un exemple trivial, très simple, de réseau, le plus simple possible. On voit le rôle très important de l'architecture, du choix de la fonction d'activation. D'accord ? Ça peut vous donner un problème simple, critique ou difficile. Je ne vais pas vous imposer ça, mais on pourrait faire la même chose maintenant si je changeais non pas la fonction d'activation, mais la fonction de perte. Je remplace le carré par la cross-entropie ou n'importe quoi d'autre. Votre fonction de perte que vous préférez. De la même façon, ça peut changer la catégorie de difficulté du problème. Ça, c'est dans la phase de search. La difficulté qu'on résout ici avec cet invariant de information exponent, c'est comment on échappe à la médiocrité initiale, à l'entropie de l'équateur. Mais si vous démarrez avec un warm start, si vous êtes déjà dans la phase de descente, alors on se rend compte assez facilement que dans cette phase-là, la fonction d'activation, la fonction de perte ont beaucoup moins d'importance. D'accord ? C'est vraiment dans cette première phase, la phase de search, que cette géométrie est sérieuse. D'accord ? Alors, maintenant, bon, je m'arrête là avec l'aspect dynamique. S'il y a des questions, c'est peut-être le bon moment. Donc dans cette situation relativement simple et qui couvre déjà beaucoup de problèmes. Et je reviens, donc je fais un retour, et je reviens à l'aspect topologique. Donc là, on reprend le risque empirique et on va essayer de comprendre ça. Enfin, je vais vous dire rapidement ce qu'on sait sur la topologie. Donc c'était ce fameux travail qu'on a fait avec Giulio et Antoine. Alors, c'est le même problème, les notations changent parce que j'ai hésité, mais là j'ai changé les notations pour que si vous vouliez regarder le papier, vous voyez les mêmes. Alors, ce qui était sigma tout à l'heure devient phi, et ce qui était A devient xi mu. Ce qui était I de 1 à m devient mu, d'accord ? Mais c'est la même chose. D'accord ? Alors, donc voilà la fonction de perte, vous la regardez, c'est la même que celle-là. Vous voyez, si vous remplacez sigma par phi, la variante empirique, c'est cette équation 29 qui est là. D'accord ? C'est vraiment la même. On a une fonction de perte quadratique, une fonction d'activation phi, on a des xi indépendants. OK ? Et donc on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on sait de la topologie de cette fonction-là ? Est-ce qu'on a quelque chose ? On sait dans le cas tensor PCA, rappelez-vous l'image, on a un nombre exponentiel de points critiques autour de l'équateur, et puis à un moment on a une bande qui se détache, où on a une complexité qui est nulle, et puis même après on avait, je ne me souviens plus si je vous l'ai dit, mais si on augmente encore le signal, on a une phase de trivialisation topologique.
C'est-à-dire où dans cette phase proche du signal, on n'a plus une complexité, seulement une complexité nulle, on peut dire qu'il y a un unique point critique, qui est l'unique minimum. Donc le paysage, dans la phase de descente, devient trivial. C'est pour ça que ça s'appelle trivialisation topologique. Voilà. Alors ici, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, attendez, je suis remonté, je vais descendre. Donc, je vous redonne les exemples dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si vous voulez la littérature là-dessus, il y en a beaucoup dans le travail de Florent Jacala et Lankas Deborova et leurs collaborateurs, ici Barbier, Macris et Miolan. Ça, c'est un très bon papier qui raconte ça très bien. Donc voilà notre fonction de perte. Sous les hypothèses naturelles que je n'ai pas envie de décrire de régularité, on peut calculer la complexité de cette chose-là, la complexité annihile, donc dans la dimension grande, quand m et n tendent vers l'infini, mais là, ici, dans la situation où le rapport est constant. On pourrait faire ça dans un rapport différent, mais ça sera... Vous allez voir pourquoi le rapport constant joue un rôle. Donc on fait l'hypothèse que les données, les ximus, sont gaussiennes, et la méthode, c'est bien sûr une Katz-Rice. Sauf que si vous regardez bien, il faut un tout petit peu étendre Katz-Rice, parce que Katz-Rice, c'est ce que je vous l'ai dit, c'était pour des champs gaussiens. Et cette fonction n'est pas vraiment gaussienne, mais elle est une fonction de gaussienne. D'accord ? Donc les fonctions régulières de gaussienne, il y a quelque part une petite remarque qui vous permet de montrer sans trop d'effort que Katz-Rice marche aussi. Et avec tout ça, vous appliquez cette version, et donc maintenant, comme je vous l'ai déjà annoncé, quelle est la théorie de matrice aléatoire qui sort? C'est celle-là. C'est celle des spiked Wishart matrices. Donc les matrices qui ont cette tête-là. Les Wishart matrices, c'est les matrices de covariance empirique. C'est X, X étoile, X, X transpose. D'accord ? Spike, ça veut dire que vous mettez au milieu une matrice diagonale qui n'est peut-être pas l'identité. Les différentes directions jouent des rôles différents. C'est ça qui sort de notre, comme Hessien. Tu as parlé d'une petite généralisation de Katz-Rice. Oui. Donc ce sont des fonctions... Des fonctions raisonnables de gaussiennes. D'accord. Donc en particulier, si tu prends ton exemple cubique oui. du coefficient gaussien, si tu prends une fonction régulière réelle de cela, oui. tu as le droit d'appliquer oui. Katz-Rice. Oui. En fait, moi, il y a d'ailleurs, je l'ai déjà dit, mais je suis complètement sûr que, enfin, Katz-Rice, il n'y a aucune raison de faire l'hypothèse gaussienne du tout. Mais là on ne voulait pas réécrire un papier, on voulait pouvoir citer quelque chose, et dans le livre de Hazaïs et Schwebor, il y a juste la remarque qu'il nous faut. En fait, comme je l'ai déjà dit, Katz-Rice, c'est quelque chose de déterministe, et en fait, il est possible... Je ne peux pas vraiment citer ce papier, parce que ça fait 2 ans qu'on dit qu'il est fait avec Hazaïs, mais on ne l'a jamais sorti. On peut faire une liste de conditions pour appliquer Katz-Rice, qui abstraite et qui marche dans un cadre bien plus général que gaussien. Mais bon, c'est relativement pénible parce que c'est quelque chose qui devrait être trivial et qui ne l'est pas complètement, quoi. Et ça ne permet pas d'identifier, je reviens toujours à ma question sur la loi synthétique. C'est la fonction... Je pense que oui, il devrait y avoir un moyen, par exemple, de prendre des fonctions qui ne sont pas terribles, mais les approximer par des fonctions un peu meilleures, appliquer Katz-Rice comme ça, et espérer que la topologie ne va pas trop changer. Mais... Tu vas prendre une fonction indicatrice, tu peux voilà, quelque chose comme ça. Ouais. Bon, tout ça, c'est encore ouvert. Alors, ces matrices-là, dans la situation où on est, cette matrice D sera une perturbation de rang 1 de l'identité. C'est-à-dire qu'il n'y a que des 1, une variable, un élément sur la diagonale qui n'est pas 1. Donc c'est relativement simple. Et donc, si D était l'identité, la loi limite de ces x star, c'est la fameuse loi de Pastur-Marchenko, qui remplace le demi-cercle. D'accord ? Donc ici, D est diagonale, x est gaussienne, avec des entrées IID. Et ça, c'est le contexte initial de la transition BBP. La transition BBP elle a d'abord été prouvée dans ce contexte-là, pas avec des GOE perturbés additivement. Ça correspond à la perturbation multiplicative dans le monde libre. Alors, ce spectre est bien compris si les entrées de la diagonale convergent vers une mesure donnée nue. Et il est lié, comme je le dis, donc il converge vers la convolution multiplicative libre de la distribution de Pastur-Marchenko avec paramètre alpha et cette mesure nue de la diagonale. D'accord ?
Pour l'instant, je vous traite le cas où D est quelconque. Donc ça, c'est bien connu. Mais quand on a pris cette matrice qui est diagonale, mais on l'a spikée avec une perturbation de rang 1, c'est la fameuse transition BBP. OK. Alors, en utilisant ça, donc vous faites ce calcul, vous identifiez le problème de matrice aléatoire, comme j'ai dit, c'est un dictionnaire. Maintenant, vous êtes dans le monde des matrices aléatoires. Vous pouvez faire ce qui a été fait dans le cas des verres de spin ou du tensor PCA et calculer par Katz-Rice, calculer la complexité. Mais vous allez voir, c'est... alors, ce qu'on fait aussi dans le travail avec Antoine et Giulio, c'est qu'on a calculé la complexité quenched en utilisant, donc comme je vous l'ai dit, la complexité quenched, quand on l'a fait pour les verres de spin, c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus dur. Ça a été fait par Soubag en calculant un deuxième moment et en appliquant Katz-Rice à des paires de points critiques. Et c'était du travail assez musclé, disons. Là, on applique une astuce de physicien qui est bien sûr pas rigoureuse, qui s'appelle la méthode des répliques pour Katz-Rice, qu'on a introduit dans le travail avec Giulio, Biroli, Valentina Ross et Chiara Camarota, dans le cas de Tensor PCA. En appliquant ça, ça peut être fait ici aussi. Le résultat n'est pas rigoureux, mais comme diraient les physiciens, il est exact. Bien sûr, si quelqu'un peut prouver ça autrement, ça serait très bien. C'est ce que je dis, quelqu'un pourrait essayer la méthode rigoureuse qui consiste à calculer le deuxième moment par un Katz-Rice sur des paires et refaire ce qu'a fait Soubag. Ce qui manque vraiment pour avoir tous les détails, c'est un principe de grande déviation pour la valeur propre spikée. Si on pouvait faire ça, on pourrait comprendre la complexité des minimums locaux. Pour l'instant, on comprend la complexité totale. On ne peut pas fixer l'indice. D'accord ? Si on savait résoudre ce problème de grande déviation pour la valeur propre dominante, on saurait faire le calcul de la complexité des minima. Pour l'instant, on ne sait pas le faire. Donc ça, c'est un problème ouvert qui est plus important, en fait. Donc ce que Soubag a fait, c'est calculer le deuxième mouvement, vérifier qu'il était strictement plus grand que le carré du premier mouvement. Non, qu'il était le même. Ah, donc c'était un cas d'égalité. C'est un cas d'égalité, c'est ça. C'est un cas d'égalité. Qu'il était le même, et grâce à ça, il avait montré que, à ce moment-là... Donc c'est pareil. Et après, ce qui se passait, c'est que il se trouve que que les résultats anildes suffisent à montrer, c'est pour ça qu'ils sont importants, que dans la phase tout en bas, dans le cas des verres de spin, tous les points critiques sont des minimums, enfin presque tous les points critiques sont des minimums. C'est-à-dire que la complexité anilde des minimums domine celle des autres. Et ça suffit après, même dans le cas quench. Ça. Donc ici, ça serait vraiment très utile de calculer la complexité anilde des minimums. Mais ça, on ne sait pas le faire. Il y a un bug technique, c'est qu'on n'a pas ce principe de grande déviation. Si quelqu'un veut essayer, c'est un beau problème. Alors, voilà les résultats. Si vous prenez un sous-ensemble de la droite réelle, Q un sous-ensemble de l'intervalle moins 1, 1, ça c'est l'intervalle des overlaps, des produits scalaires. Vous regardez le nombre de points critiques de la fonction qui nous intéresse avec valeur dans B, et avec overlap avec le signal dans Q, avec la latitude dans Q, si vous voulez. D'accord ? Donc, ça vous permet de vous dire où vous êtes sur la sphère. Et voilà le principe, un limite de 1 sur n log de l'espérance de nombre de points critiques, donc ça c'est le résultat anilde, est obtenu par un principe variationnel. Donc vous avez le sup en Q, le sup en U de quelque chose. Alors je vais vous dire ce que c'est. Cette H-là, c'est l'entropie relative vis-à-vis de la gaussienne. Et ce T2 est une horreur que je ne vais pas vous écrire. C'est un principe variationnel dans un espace de probabilité. Et ce M phi BQ, c'est un sous-ensemble d'espace des probabilités qui dépend en B et en Q, qui dépend de B et de Q. Donc vous voyez bien que cet objet-là ce théorème est prouvé. C'est l'équivalent de ce qu'on avait avant dans le cas verre de spin, sauf que le principe variationnel qui est là, il est ce qu'il est. Et en soi, c'est une question d'analyse variationnelle qui est difficile. Donc, pour l'instant, à part des choses élémentaires sur ce qui se passe dans les zones faciles, on ne peut pas en faire grand-chose. Donc ça aussi, c'est une question intéressante. Pousser la compréhension de ce truc-là, ça serait intéressant. Je suis désolé de t'interrompre. Oui, bien sûr, je t'en prie. Donc c'est un cas où on soupçonne à nouveau que la loi du nombre de points critiques devienne déterministe. Oui, on va supposer, il va se passer... Voilà, oui. Oui, au moins pas...
en bas, quoi, au moins pour les points critiques qui nous importent. Donc ça fait inévitablement penser, c'est pas trop que je vais apprendre, que y a une sorte de loi des grands nombres ou de théorème ergodique derrière, et que ça c'est la version grande déviation de ce qui serait éventuellement ce théorème de convergence. Oui. C'est relié à ma question. En fait, c'est vrai que ce que tu dis, c'est qu'il devrait y avoir d'abord des statements qui soient plus élémentaires que ceux-là. Mais ceux-là, écoute, c'est peut-être, tu as raison, c'est peut-être lié à une déformation. Non, c'est une question psychologique presque. C'est-à-dire, c'est peut-être relié à. Je ne sais pas comment l'attraper, donc c'est comme quand tu trouves une loi des grands nombres en calculant un principe de grande déviation en trouvant le minimum. C'est vrai que ça ne semble pas économe. Est-ce que T2 est concave? Non, a priori non. Donc c'est pour ça que c'est difficile. Donc il y a une région où il l'est, mais pas en général. C'est ça la difficulté. Alors, finalement, si vous voulez voir des explorations numériques, alors bien sûr pas dans le rang 1, mais il y a plein de résultats numériques qui montrent enfin dans le cas de rang 1, mais dans des cas plus généraux, ce qui se passe. Je vous donne quelques variantes. Il y a bien sûr des choses faites par des... Alors, dans cette bande-là, ce groupe-là, vous avez des physiciens comme Biroli, Viard, Camarota, que j'ai déjà cité, des informaticiens comme Yann Lequin. Leven Sagun a été mon élève et celui de Yann Lequin, et donc il vient plutôt des maths. Mais ils travaillent, ces gens-là, Yann Lequin, Sagun travaillent évidemment pour Facebook, donc ils ont accès à des choses importantes, et ils ont essayé quelque chose d'intéressant qui était de comparer les dynamiques de systèmes glacis, comme je vous en ai parlé jusqu'à maintenant, de verre, disons, et puis des réseaux de neurones, mais cette fois-ci, ce qu'ils font là numériquement, et bien sûr, il n'y a pas du tout possibilité pour l'instant d'une approche rigoureuse, c'est des réseaux profonds, pas des réseaux avec une couche ou deux. Mais c'est intéressant vraiment de voir ce qui se passe. Alors maintenant, juste pour nous rafraîchir un peu, donc voilà, on a parlé de rang 1, j'ai hésité à quoi faire. La fois prochaine, je vous parlerai de rang plus vaste, etc. Mais je voulais d'abord vous parler, rester un peu avec la physique. D'accord ? Donc on va maintenant revenir à un problème de physique. D'accord ? Donc le problème de physique dont je vais parler ici, c'est un problème d'élasticité. D'accord ? Donc c'est l'Elastic Manifold, donc c'est un travail qui a été fait avec Paul Bourgade, mon collègue à la courante, et Ben McKenna, qui était un étudiant en thèse et qui a défendu ça au printemps dernier. Et on calcule donc la complexité anneale topologique de ce fameux modèle qui a été proposé par Mézard et Parisi il y a 30 ans maintenant. Et surtout, on confirme, ce qui nous a amené à ce travail, c'est un travail beaucoup plus récent de Yann Fiodorov et Pierre Ledoussal, à propos de ce qu'ils appellent, ce que j'ai déjà appelé aussi la trivialisation topologique de ces. Vous vous rappelez, dans les vers de spin, dans le tensor PCA, par exemple, je vous disais, il y a un endroit une région des paramètres où la complexité topologique disparaît. C'est ça la trivialisation topologique. Et donc on a travaillé pour comprendre ce que disaient Fiodorov et Ledoussal, et on y arrive. Et ils avaient raison, bien sûr. Donc on calcule bien sûr cette complexité topologique en utilisant Katz-Rice, mais cette fois-ci, on ne tombe pas... Donc je vous ai montré Katz-Rice dans deux exemples. C'est ce qui venait des vers de spin, et après le tensor PCA, qui ont la symétrie par le groupe orthogonal, qui nous amène au GOE. Les problèmes de statistique, dans un exemple simple, qui était rang 1, qui nous amène au LOE. Donc l'un correspond à la convolution additive, l'autre à la convolution multiplicative dans le monde des probabilités libres. Et donc cet ensemble de Laguerre, cet ensemble de Wishart, Pastur-Marchenko, comme vous voulez. Ici, on est dans une situation où il n'y a pas d'invariance. Vous allez voir que c'est pour ça que c'est plus dur. Donc là, on fait monter un peu la pression. Là, on va tomber en appliquant Katz-Rice sur des modèles de matrices qui n'ont pas d'invariance, donc dans lesquels les propriétés sont beaucoup moins comprises. Parce que quand vous tombez dans les ensembles invariants, que ce soit LOE ou GOE, vous savez que vous avez une réserve énorme de savoir-faire et d'armes pour régler le problème. On comprend ces ensembles-là très bien dans un détail très pointu. Dans les autres, ce sont des ensembles qui ne sont pas invariants, où les entrées ne sont pas indépendantes. C'est compliqué.
D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça vous force à faire? Ça vous force à reculer un peu. Ça vous force à dire, peut-être qu'on peut quand même prouver le théorème, mais avec en utilisant moins de détails a priori. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, donc, ce qu'on veut, en fait, ce qui est vraiment nécessaire, rappelez-vous ce que c'est que Katz-Rice. Katz-Rice vous dit le nombre moyen de points critiques, d'indices machin, de valeurs trucs, s'obtient comme une intégrale sur la variété, avec une densité raisonnable, une densité gaussienne, d'une quantité. Et cette quantité, c'est l'espérance de la valeur absolue du déterminant du hessien, conditionnée par le fait que le point soit critique et peut-être d'autres choses. Donc, le fond de l'affaire dans Katz-Rice, pour pouvoir utiliser Katz-Rice et obtenir les asymptotiques, c'est de comprendre les asymptotiques de l'espérance de la valeur absolue d'un déterminant. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. Espérance de valeur absolue d'un déterminant. Alors, c'est facile de comprendre ce qui se passe en général, je vous l'ai déjà dit ici. Quand votre déterminant, c'est le déterminant d'une matrice, d'une modification simple, d'une matrice qu'on connaît très bien, vous avez naturellement tendance à utiliser tout ce que vous connaissez. Là, on est obligé d'y aller un peu plus prudemment. D'accord ? Alors, comment vous calculez l'espérance? L'espérance d'un déterminant. Il y a quand même besoin, donc disons M ici est une matrice aléatoire, ça sera notre hessien conditionné. On a besoin de comprendre ça, mais dans l'échelle exponentielle encore. Donc vous allez dire que ça c'est l'espérance de l'exponentielle de n 1 sur n, somme des logs de lambda i. Ah pardon, c'était m. Ah, j'ai trop de m là. Bon, je vais mettre un n. Voilà. C'était ça. Ok. Donc si vous pouvez dire, si vous savez d'une part, donc ça c'est bien sûr l'intégrale de log de valeur absolue de lambda des mu n de m, où mu n c'est la mesure empirique. D'accord ? Donc si vous pouvez dire que cette mesure empirique, si vous avez besoin de savoir deux choses, que mu n converge vers quelque chose, mu infini, d'accord ? Et que cette chose-là se fait avec une concentration rapide, plus rapide qu'exponentielle, tellement bien que vous pouvez dire que ça se conduit à peu près comme exponentielle n, l'intégrale de log de lambda, des mu infini de lambda. Ça, c'est votre objectif. Et si ça, c'est à peu près vrai, ce que ça vous dit, c'est que 1 sur n log de ça, 1 sur n log de ce déterminant, c'est cette quantité-là. Donc vous voyez, vous n'avez peut-être pas besoin de savoir grand-chose sur la matrice. Vous avez besoin de savoir ça, plus concentration plus rapide que n. D'accord, dans ce résultat. Bien sûr, il y a d'autres choses à faire. Il faut être capable de contrôler le fait que le logarithme est une sale bête, que ce n'est pas une fonction bornée à l'infini, que c'est une fonction pas bornée en zéro, qu'il y a des difficultés. Évidemment, ça vous occupe des dizaines de pages, mais au fond, on peut imaginer que ça peut marcher. Donc la vraie difficulté, c'est d'avoir ça et d'avoir la concentration rapide. Alors, réfléchissons une minute à ce qui se passait dans les deux exemples que nous avons traités. Dans le cas où ver de spin ou tensor PCA, cette convergence-là, c'était juste la convergence vers le demi-cercle. D'accord ? Donc, matrice du GOE, essentiellement convergence vers le demi-cercle. La concentration rapide, dans le cas, encore une fois, d'une matrice du GOE, on sait qu'on a un principe de grande déviation, on l'a prouvé avec Alice Guillorin il y a 27 ans, qui est dans l'échelle n2. Donc la probabilité que ce mu n soit loin de mu infini est en exponentielle moins n2. Donc c'est super rapide, la concentration est évidemment rapide et suffisante, puisqu'ici on n'a qu'un n. Okay. Pareil avec le LOE, ces grandes déviations ont été faites aussi, mais vous voyez que d'un certain point de vue c'est trop confortable, on n'a pas besoin d'n2, on a besoin de n puissance 1 plus quelque chose, ou même n log n suffirait. D'accord ? Donc ça nous laisse, quand vous réfléchissez comme ça vous laisse de la place. Ok ? Pour le faire dans des exemples où vous n'avez pas moyen de calculer la loi du spectre, vraiment. Ok ? L'équivalent est un peu trompeur parce
Non, c'est bien sûr plus compliqué. Alors, effectivement, oui, c'est 1 sur n log. En fait, dans Kac-Raz, qu'est-ce qu'on a? On a l'intégrale de cette espérance. Non, en fait, non, parce qu'en fait, à la fin, on a quand même une méthode de Laplace. Ce qu'on a dans Kac-Raz, on a l'espérance de cette valeur très. Je ne vais pas réécrire Kac-Raz, mais on a quelque chose comme ça, intégré contre quelque chose d'autre sur la variété. D'accord? Ça, c'était une loi gaussienne. Celle-là se conduit aussi comme exponentielle NG, disons. Si on montre que ça se conduit comme exponentielle NF, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une méthode de Laplace. D'accord? C'est comme ça qu'on tombe sur les problèmes variationnels. Oui. Voilà. Alors, aïe, non, si, malheur, voilà. Alors, donc ça c'est fait. On a le travail avec Bourgade et McKenna commence par un article qui est entièrement sur la concentration des déterminants aléatoires. C'est une question intéressante en elle-même. Vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qu'on sait sur un déterminant d'une matrice aléatoire? Alors c'est des questions qui datent, en regardant la littérature, c'est rigolo, c'est très ancien, et bien entendu ça a commencé en statistique, et pas en physique, comme toujours. Mais les questions de concentration pointues comme ça sont relativement délicates. Et on a je reviendrai peut-être dessus si j'ai le temps. On a une série de théorèmes qui essentiellement utilisent les deux gros outils qu'on connaît en concentration pour obtenir toutes sortes de concentrations de déterminants aléatoires, dont celui dont on a besoin pour ce problème-là. Mais ça peut s'appliquer à plein d'autres choses. Par exemple, vous prenez un graphe d'R de Shreni, vous prenez toutes sortes de profils de variance, toutes sortes de matrices aléatoires. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que cette concentration du déterminant, finalement, peut être faite dans des situations très vastes. Plus vastes que celles où on sait calculer un principe de grande déviation pointue. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais vous raconter? D'abord, qu'est-ce que c'est que ce modèle de Elastic Medium, de Elastic Manifold? Je vais vous donner un résumé de nos résultats qu'on a obtenus pour l'instant. On va les citer un peu proprement, vous dire comment ça se fait. Rapidement, peut-être, je ne suis pas sûr qu'on aura le temps de vous parler des déterminants aléatoires, comment on fait ça. Mais avant, donc, je vais commencer. Alors, et puis, je n'ai pas écrit, mais je vais aussi surtout, vous donner une slide des choses qu'on ne sait pas faire et qui seraient intéressantes. Parce que là, maintenant, ça ouvre. Vous allez voir que ce qu'on fait là, c'est l'équivalent, c'est plus dur, mais c'est l'équivalent de la première étape qu'on a fait sur les verres de spin sphériques. Et donc, vous allez voir qu'après, toutes les questions se posent tout à fait naturellement ici. Alors, commençons par quel est le modèle. Oublions tout ça, faisons de la physique. Donc, je vous cite un article de l'encyclopédie de la complexité. Je ne savais pas que ça existait, mais je l'ai trouvé comme ça, qui vous dit ce que c'est. Donc il y a beaucoup de systèmes qui sont en physique qui ont des caractéristiques microscopiques très différentes, mais ils sont tous des systèmes désordonnés élastiques. Une compétition entre le désordre et l'élasticité. Et donc ça, c'est ce qui vous amène jusqu'ici à peu près, là, donc il y a des régions différentes, mais une chose particulièrement intéressante, c'est qu'est-ce qui se passe quand on essaie de les faire bouger, quand on applique une force extérieure à ces systèmes-là. Et la présence du désordre affecte ceci de façon très sérieuse. C'est un problème extrêmement dur, et qui est l'essence de la physique des... Voilà. Alors, cette histoire d'appliquer une force extérieure, de voir ce qui se passe, c'est ce que certains physiciens, ceux que je connais bien, appellent la transition de Deeping. D'accord ? Et on va essayer de venir là-dessus. Pour l'instant, je ne peux rien vous dire, mais on va voir. Donc voilà le modèle. Vous prenez un ouvert de l'espace RD. D, c'est important de s'en souvenir, c'est la dimension qu'on appellera interne. Il y a plusieurs dimensions ici. Et vous regardez l'énergie, une fonctionnelle d'énergie tout à fait standard, qui est sur les fonctions régulières sur oméga, à valeur dans Rn. D'accord ? Vous avez D et N. Et cette énergie, c'est juste la norme H1 plus un potentiel. Donc vous avez un terme d'élasticité, le premier, et un terme de potentiel. Ce potentiel, donc, on va le supposer régulier, il dépend du point x et de la quantité u. Alors, bien entendu, la première question que vous pourriez vous poser classiquement, c'est
le problème d'optimisation, trouver les U qui minimisent ça avec, si vous êtes donné une condition au bord raisonnable, Dirichlet par exemple, ou périodique si vous êtes sur un tore. Ok, donc minimiser ça, c'est tout à fait classique. Alors notez bien qu'il y a deux entiers, la dimension interne D et la dimension N, qui est la dimension du champ. Il y a bien sûr aussi, pour décrire cette chose-là, il y a l'ouvert et le potentiel. Pour l'instant, c'est une classe très générale. Alors, quel potentiel on va prendre? On va prendre un potentiel, d'abord, qui sera qui va confiner. Donc, on prend, par exemple, un potentiel quadratique. Vous pourriez prendre autre chose pour que ça confine votre système, pour que votre système ne parte pas à l'infini. Et puis après, un Vn qui va être un potentiel aléatoire. Alors, pour simplifier, on va supposer que ce Vn, donc il y a deux choses. Donc, c'est gaussien, smooth. Mais on va supposer qu'il décorrèle très vite en X. D'accord? Donc entre un site et un autre site, ces choses-là sont essentiellement décorrélées. Pour nous, on va les prendre carrément indépendants. Et par contre, en U, on va supposer que c'est raisonnable, c'est centré et isotrope. D'accord? Alors, donc ça veut dire qu'on a maintenant, si j'ai réécrit, on a avec des constantes A et B, on a l'énergie, on a la norme H1, la norme L2, et ce terme aléatoire. Alors ces termes jouent bien sûr des rôles différents. Le premier veut que votre fonction U, rappelez-vous de RD à valeur dans Rn, que cette fonction U soit plate. D'accord? Vous voulez la dérivée nulle. Le deuxième veut que votre fonction U soit basse. D'accord? Que U soit petit. Donc s'il n'y avait pas le dernier terme, minimiser ça, ça ne serait pas trop dur. Prenez la fonction U égale 0 et c'est fait. Et le troisième terme rajoute le désordre. Il veut au contraire, il veut que ce soit un petit peu plus agité. D'accord? Donc le troisième terme veut agiter le système, les deux premiers veulent le rendre plat et confiné. Donc il y a une compétition évidente. Alors bon, étudier ça en dimension infinie comme ça, c'est un peu compliqué. Donc ce qu'on fait naturellement, c'est qu'on le discrétise. Donc vous discrétisez, vous arrivez sur... On va prendre une boîte, comme ensemble oméga, une boîte 1L, la dimension D. Et donc notre Hamiltonien, la norme H1 devient ça, simplement, la somme sur les voisins de U de x moins U de y au carré. La norme L2 devient ça, et notre potentiel est toujours là. Bien. Alors on peut, juste en jouant sur A et B, en trafiquant un tout petit peu ça, je peux introduire le Laplacien discret ici. Ma norme L2 se retrouve dans l'identité, mon Laplacien discret est là, donc je trouve une somme de mu identité moins t. Cette fois-ci, cette notation, ces constantes, c'est celle qui est utilisée en physique, fois Laplacien discret de U de x scalaire de y, plus le potentiel aléatoire. Donc ça, pour l'instant, j'ai juste processé ma fonction. Et mu0 et t0, c'est les paramètres qu'utilisent les physiciens. Il y en a un qui est appelé la constante de masse, naturellement, mu0, et t0 est appelé la constante d'élasticité. Et delta, c'est le Laplacien sur le réseau. Périodique, parce qu'on a supposé que on a pris comme condition au bord périodique. On aurait pu prendre autre chose. Et V, donc c'est un processus centré, donc dont la covariance est comme ça. Ce qui veut vous dire ici, ce delta de XY veut dire effectivement que j'ai supposé qu'en deux sites différents, c'était indépendant. Mais en un site, c'est maintenant un potentiel c'est maintenant un champ gaussien isotrope. Donc ça veut dire que c'est une fonction, le n et 1 sur n, c'est juste une question de normalisation, c'est une fonction de la distance. D'accord? De la distance de U à V. Cette fonction, je l'appelle B. Donc vous voyez, c'est très proche de nos verres de spin avant. Sauf que là, on est sur Rn au lieu d'être sur la sphère en dimension n. C'est la variante sur Rn du verre de spin. Alors, cette fonction B, exactement comme je vous ai dit que pour les fonctions isotropes, les champs gaussiens, les covariances isotropes avaient été toutes classifiées sur la sphère par le même Schoenberg dans les années 30 et 40, et que ça vous donnait que la classe générale des processus isotropes, c'était la même que la classe des verres de spin sphériques. Donc les physiciens n'ont rien inventé, c'était en fait tout, et là c'est même pas les statisticiens, là c'est les analystes harmoniciens. En fait, Schoenberg a aussi classifié tous les processus isotropes comme ça sur Rn, et ce qui remplace les verres de spin sphérique, c'est cette quantité-là. Donc la fonction B est contrainte. Si vous dites que B de la distance au carré est une fonction de type positif, B doit être comme ça. Ça, c'est une constante. Et ça, c'est l'intégrale de l'exponentielle moins t de R, d nu de t, où t est une mesure finie positive. C'est ça qui compte.
Ça correspond à la définition du mélange quand vous aviez un mélange de verres de spin sphériques. En tout cas, c'est entièrement classifié. Donc on va supposer que B est suffisamment régulière pour éviter les ennuis, ce qui assure que Vn est de classe C2, notre potentiel, et donc on peut s'amuser à calculer des points critiques et tout ça. Et puis on va supposer que les premières dérivées sont non nulles pour éviter des dégénérescences. Donc voilà notre modèle. Alors maintenant qu'on a notre modèle, je vous le remontre, il est là. Et je vous ai dit qui était Vn. Alors on peut le regarder, on peut maintenant jouer avec les différents paramètres. On a la taille de la boîte, on a la dimension interne, on a la dimension du champ. Si nous prenons la boîte de taille 1, c'est-à-dire vous avez un seul site, d'accord ? Qu'est-ce que c'est que notre modèle ? Il a cette taille-là, il n'y a plus de machin maintenant. Voilà notre Hamiltonien. Ce Hamiltonien, vous le reconnaissez, c'est en fait un verre de spin. C'est un soft spin, maintenant c'est un verre de spin à valeur dans Rn, non pas dans la sphère, et il est dans un potentiel harmonique. Donc ça a été étudié longtemps, par exemple par Yann Fyodorov depuis un moment, dans la limite où grand N tend vers l'infini. Donc vous voyez que c'est de la même nature qu'un verre de spin sphérique. Dans un verre de spin sphérique, on avait le même genre de potentiel, mais sauf qu'on contraignait U à être fixe, la norme de U. On se dit, on est sur une sphère, le rayon était fixé. Ici, au lieu de contraindre le rayon, on est dans un potentiel qui contraint le rayon. Donc c'est la différence entre microcanonique et canonique. D'accord ? Donc c'est naturel de penser que ça va avoir le même genre de comportement. Ça, c'est un verre de spin. D'accord ? Qui va avoir la même chose, la complexité, on peut la calculer, on peut faire le même travail. Et donc, qu'est-ce que c'est que notre variété élastique, dans la limite où grand N tend vers l'infini? C'est vous avez une boîte de taille L, puissance D. Vous avez donc L puissance D verres de spin, qui ont tendance à être des objets compliqués, qui veulent faire des choses très désordonnées. Mais vous les forcez, vous avez une contrainte élastique, un terme d'élasticité, qui fait que le verre de spin a envie de s'aligner avec ses voisins. Donc il est par nature quelqu'un de très désordonné qui aime mettre le bazar, mais il faut quand même qu'il soit à peu près aligné avec ses voisins. D'accord ? Donc c'est ça notre modèle. Tout le monde suit ce que je raconte là ? Parce que c'est important. Enfin, c'est pas comme ça du tout qu'on l'introduit, mais c'est comme ça je pense qu'il faut le voir. Alors, voilà un modèle, alors, certains modèles particuliers. Le modèle où D égale 1, donc vous êtes sur la droite, la dimension interne, et l'intervalle L tend vers l'infini. D'accord ? Alors, si D égale 1, L tend vers l'infini et N est fixe, alors voilà notre Hamiltonien, il a cette tête-là, bien sûr, j'ai juste réécrit. Et donc, si vous regardez ça, quand L tend vers l'infini, ça c'est un modèle de polymère dirigé dans un potentiel aléatoire. Donc ce modèle-là contient complètement toutes les histoires de polymères dirigés. D'accord ? Dans cette limite-là, qui n'est pas celle qu'on va étudier. D'accord ? Donc KPZ et toute cette affaire, c'est là. Après, mais la complexité, je voulais citer ça ici parce qu'en fait, ces auteurs physiciens, qui sont tous à côté, là, à l'école normale, Fyodorov, non, pas Fyodorov, bien sûr, pardon, excusez-moi, qui est à Londres, Fyodorov, Le Doussal, Rousseau et Texier, il y a quelques années, ont étudié la complexité de ces choses-là, et je dois avouer que c'est remarquable, ça ouvre des portes qui sont... alors, ce papier est plus dur à rendre rigoureux, mais qui seront intéressantes à suivre. C'est pas ce qu'on va faire, bien sûr. Voilà une autre classe de modèles qui sont inclus dans ce modèle d'élasticité. Prenez la situation où grand N, c'est D plus 1. Donc vous êtes D égale 2, N égale 3. D'accord ? Donc ça, c'est des modèles d'interfaces aléatoires. Là, on a eu les polymères dirigés, maintenant on a des interfaces aléatoires quand vous faites tendre N aussi vers l'infini. Donc ce n'est pas non plus ce qu'on va regarder ici. Nous, on va regarder à la limite qui a été regardée par Mesa et Parisi, c'est-à-dire celle où D et L sont fixes. Notre boîte est de taille fixe pour l'instant. On pourrait la faire grandir, mais pour l'instant elle est fixe. D est fixe, mais c'est la taille, c'est N qui tend vers l'infini, c'est la limite Minfield. D'accord ? Nos verres de spin, on les a compris que quand N tendait vers l'infini. Je vous ai rappelé au début que la vraie motivation des verres de spin, ce n'était pas Minfield. Les verres de spin en dimension finie sont un problème toujours atrocement ouvert. D'accord ? Donc là, il faut faire attention, si vous regardez bien ce modèle, il y a des zones où vous ne pouvez pas espérer aller, parce qu'il y a des zones où, du point de vue des matrices aléatoires, ça vous oblige à comprendre la localisation d'Anderson. Donc comme la localisation d'Anderson, il ne faut pas y toucher, il y a des zones interdites dans ces études-là.
Alors, ce problème a été étudié massivement en physique. Ça a commencé avec Fischer et ensuite Mézard-Parisi, depuis une très longue littérature. Et donc, c'est le travail de de Fiodorov-Ledoussal qui a motivé ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En utilisant Katz-Rice, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut calculer la complexité anile de ce hamiltonien, dl fixé, n tendant vers l'infini. Donc, on calcule le logarithme du nombre moyen de points critiques et du nombre de minimums. Là, on y arrive aussi. Ce problème anile est donné par un problème variationnel difficile, mais comme dans ce que je vous ai raconté avec le rang 1 tout à l'heure, mais cette fois-ci, on sait le résoudre. D'accord? Parce qu'il y a un miracle qui m'échappe totalement. Mais quand il y a un miracle qui vous arrive, vous ne dites pas non, vous le prenez, voilà. Mais honnêtement, on n'y comprend rien. On ne comprend pas pourquoi il y a ce miracle, mais bon. Et donc, ce qu'on montre avec tout ça, c'est une transition aiguë, entre une région où il y a une complexité positive et une région où la complexité est nulle. D'accord? Et après, c'est-à-dire une forme de trivialisation topologique quand la masse est suffisante. Donc, rappelez-vous quel était le paramètre de masse. Le paramètre de masse, c'est celui qui a tendance à vouloir... Si vous voulez, si votre terme élastique est très très fort, ben évidemment, ça va avoir tendance à aplatir le problème. Et donc il y a une zone où le système n'est pas complexe et une zone où le système est complexe. Donc il y a une zone de trivialisation topologique qui était la chose qui intéressait vraiment Fiodorov et Ledoussal. Et on la comprend de façon très aiguë, on comprend cette transition à la masse qui est... Vous avez deux paramètres, donc vous pouvez tout décrire en fonction d'un paramètre ou de l'autre, le paramètre d'élasticité ou le paramètre de masse. On a choisi de le décrire en fonction du paramètre de masse. Et on comprend donc cette masse qui s'appelle la masse de Larkin en physique, on trouve la bonne, et on comprend précisément la transition à cet endroit-là. Moi, je vais vous la raconter rapidement, et ça confirme donc les résultats de Fiodorov et Ledoussal. Donc voilà les résultats, un peu plus vite maintenant, vous regardez le nombre de points critiques de cette variété élastique, et vous avez donc le résultat qui est là. 1 sur n plus LD, log de l'espérance du nombre de points critiques, égale quelque chose. Qui dépend de quoi? Qui dépend de mu0 et t0, ça c'est les deux constantes, et B c'était le niveau de bruit. C'était la variance en fait de mes gaussiennes. Et pareil, vous avez un résultat similaire pour les minimums. Et ces fonctions sont explicites. Ce B c'était B seconde de 0, c'est-à-dire comme je vous disais, la variance en fait du bruit. Grand B, rappelez-vous, c'était la fonction qui décrivait la covariance du bruit. Bien, et on donne des formules explicites pour ces deux complexités aniles, totale et pour les minimums. Alors ça devient... Qu'est-ce que vous pensez qu'on va voir là-dedans? Évidemment, des probabilités libres. C'est celles qui naviguent derrière toutes ces questions-là. Alors on va voir ça, mais c'est un peu plus... Donc j'appelle ici D de mu0 et T0 pour deux constantes. La matrice simplement mu0 identité moins T0 laplacien. Rappelez-vous que c'est une matrice parce que la taille de ma boîte est fixe. Mon laplacien est un objet discret sur une boîte fixe, donc c'est une matrice de taille fixe. Et je regarde sa mesure spectrale. D'accord, il y a L puissance D dimensions, donc la mesure spectrale est comme ça. La mesure spectrale du laplacien discret, tout le monde peut la calculer. Donc ça, c'est un objet parfaitement connu. Et j'appelle sigma B le demi-cercle de rayon 2 racine de B. Et avec tout ça, voilà la formule. La complexité anile, elle est donnée là-haut par un terme qui est complètement déterministe, celui qui vient de ce laplacien discret, plus un sup, un problème variationnel qui est en dimension 1 seulement, de cette intégrale du log d'une valeur absolue, ça vous rappelle quelque chose, hein? Ce terme-là dans une méthode de Laplace, plus un autre, ou moins un autre terme, U2 sur 2. Donc je vous avais dit qu'on tomberait sur une méthode de Laplace, c'est ce qu'on voit ici. Et ici, vous avez cette mesure limite, ici, c'est la convolution libre additive entre le demi-cercle et ce mu. Et pour les minimums, vous avez la même chose, sauf que vous avez le sup seulement sur une partie de R, U plus petit que L, qui est la partie, l'extrémité gauche du support de cette convolution libre. Donc vous avez une formule explicite. Ça a l'air difficile, et après on peut la résoudre. C'est en fait déjà quelque chose de beaucoup plus simple qu'il ne devrait. C'est là qu'il y a un miracle. Quand vous appliquez la formule de Laplace, quand vous appliquez Katz-Rice, vous allez tomber sur une méthode de Laplace, comme je le dis ici, mais qui sera en dimension très très grande. Ici, vous voyez bien que je vous donne un sup en une variable. Donc il s'est passé une simplification terrible, qui vous donne une chance de calculer quelque chose. Parce qu'en une variable, on arrive à calculer.
Bon, donc avec ces formules exactes, on peut calculer ces supprimums dans les formules qui sont au-dessus. Et grâce à ça, en définissant bien la masse de Larkin, qui est la solution de cette équation déterministe, on montre la chose suivante. Quand mu est au-dessus de la masse de Larkin, les complexités, donc quand la chose est trop rigide, les complexités totales et celles des minimums s'annulent. Donc là, quand la masse est très forte, ça tue la complexité du paysage. On peut aussi dire ça dans l'autre variable, c'est que quand le bruit est trop faible, la complexité est tuée aussi. Et en dessous de la masse de Larkin, les deux complexités sont strictement positives et sont explicites. Parce qu'on peut résoudre le problème variationnel et je vous épargne les détails. Donc ces deux suprémums sont calculables. D'accord ? Bon, je ne vais pas vous en dire plus. Et on peut dire de façon plus précise ce qui se passe à la transition, je vais rester là, c'est que la complexité totale, donc on a une transition, ce qui est prévu par la physique aussi, on a une transition quadratique pour la complexité totale, donc quelque chose qui est très très compliqué, un truc qui arrive pas trop compliqué, la transition est quadratique, et pour les minimums, elle est cubique. D'accord ? Mystère. C'est connu par les physiciens depuis très longtemps, c'est prévu par Parisi vaguement et très sérieusement, maintenant depuis moins de temps, par Fyodorov le Doussa. Alors, donc comment ça marche, la preuve, et après je vais m'arrêter peut-être. Vous appliquez Katz-Rice, j'ai mis recall below, il n'y a pas besoin de le rappeler. Donc vous devez calculer la distribution du Hessien, comme on a toujours dit, conditionnée par le fait qu'un point est critique. Encore une fois, comme tout est gaussien ici, c'est faisable. Ce Hessien, donc ici, ce Hessien conditionné, c'est une matrice qui est bien sûr gaussienne, mais qui est très loin du GOE, qui n'est pas du tout une matrice où les entrées sont indépendantes. Elle est gaussienne. Si les entrées étaient indépendantes, ça serait GOE. Ce qui manque ici, ce n'est pas le côté gaussien, c'est le côté que les entrées ne sont pas indépendantes. Il y a un profil de covariance. Il y a une structure, en fait, par bloc. C'est une matrice qui est faite, donc vous voyez, la taille, c'était n L puissance D. D'accord ? Vous avez des blocs, vous avez L puissance D, c'est-à-dire le nombre de sites, blocs. Rappelez-vous, à chacun des L puissance D sites, vous avez un verre de spin, plus de l'interaction. Vous avez des blocs de taille n, dans une matrice de taille n L puissance D, et sur la diagonale, ces matrices sont la matrice du Laplacien discret plus une matrice de bruit. D'accord ? Donc les entrées sont corrélées. Et c'est ça le profil de covariance. Donc ce qu'on doit faire là-dedans, c'est comprendre ce déterminant, et c'est à ça que sert cet article. Réussir à dire que ce que j'écris là est correct, on a besoin de cette concentration relativement rapide. Comment on montre concentration dans ce cas-là ? Comme je disais, il n'y a que deux grands outils en fait en proba pour montrer des concentrations. Il y a les concentrations qui viennent du fait que les choses sont quelque part, ce sont des fonctions d'indépendantes. Et ici, on ne peut pas. Il y a les concentrations qui viennent que quelque part, c'est des fonctions, disons, gaussiennes. Donc on utilise ce deuxième aspect des choses, ces inégalités à la Gromov, et avec tout ça, on arrive à montrer que ça se concentre. Donc ça s'est fait dans ce papier compagnon. On applique ces résultats. Après, on tombe sur une méthode de Laplace comme ça, en très grande dimension, qui est très lourde, qui est sur R puissance L puissance D, quand on a une formule de Katz-Rice. Et là, ce problème variationnel, donc on applique la méthode de Laplace, on a un problème variationnel dans R puissance L puissance D, et ce problème variationnel se réduit à un problème variationnel en dimension 1 par un miracle, qui est une convexité qui pour nous était inattendue. Une fois que ça c'est fait, vous regardez le problème variationnel et vous dites « Ah, mais ça ressemble à un problème variationnel pour un seul site, c'est-à-dire un problème variationnel pour un verre de spin, qui est un soft spin dans un potentiel anisotrope. Quand vous le regardez bien, vous pouvez le résoudre. Vous avez besoin d'un petit peu de d'EP, une dynamique de Burger, qui est tout le monde. Enfin, si vous avez déjà vu des probabilités libres, vous savez qu'il y a ces EDP qui sont cachés derrière. On a besoin d'un résultat récent de Guillonnet et Maïda, qui a été fait juste à temps. Et avec tout ça, vous sortez les résultats que je viens de vous dire. Vous me faites confiance, c'est vrai. Voilà. Maintenant, je vous ai dit la liste des trucs à faire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ?
après, je vais m'arrêter avec... parce que tout ça, c'est des choses qu'on peut transmettre à ceux qui auraient envie d'essayer. On n'a pas fait la complexité quenched. Alors, vous pourriez faire... on a la complexité annealed. Alors, la complexité quenched, il y a deux méthodes. Si vous acceptez cette méthode qu'on a introduite de brisure de symétrie des répliques dans la formule de Katz-Rice, qui n'est pas rigoureuse, on doit pouvoir le faire comme ça a été fait pour les vers de spin. Ou pour les questions de statistiques de rang 1 dont je vous ai parlé avant. Donc si vous êtes prêt à utiliser ces méthodes-là, cette méthode-là est probablement la plus simple pour trouver quelle est la complexité quenched. De la même façon, dans la complexité, vous pouvez aussi essayer la méthode de Subak, la méthode de calculer les deux moments et vérifier une forme de concentration. Ça va être un petit peu poilu quand même de faire ça. Mais il faut le faire, il faut que quelqu'un ait le courage. Moi, je commence à plus l'avoir. Et puis c'est dur de convaincre des jeunes collaborateurs de l'avoir si vous-même faites donc. Alors maintenant, après, il y a la question d'après. Une fois que ça sera fait, on peut se poser la question, ça c'était une question de température zéro, grâce à ça, on peut peut-être commencer à comprendre la mesure de Gibbs, comme ça a été fait pour les vers de spin. Parce que ça nous permettrait de comprendre la structure de la mesure de Gibbs de ces variétés à température positive. Et après, une fois qu'on a ça, on peut rentrer. Donc là, on aurait compris l'équivalent de ce qu'on a compris pour les vers de spin sphériques. Sauf que là, vous avez compris, c'est une collection de vers de spin, pas sphériques, mais du même genre, qui interagissent. On aurait compris la mesure de Gibbs à basse température de tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait après, de l'autre côté? On a introduit Tensor PCA. C'est-à-dire qu'on a introduit un signal, une force dans un sens. On peut faire la même chose ici. C'est-à-dire qu'en chaque site, vous pouvez introduire un champ qui pousse dans une direction. Vous êtes en dimension n, vous choisissez une direction, et ça c'est exactement la citation par laquelle j'ai commencé de Guy Marquis, qui dit en présence d'une force extérieure, qu'est-ce qui se passe? Donc là on va trouver que notre mesure de Gibbs elle est compliquée, la surface aléatoire elle est proche de zéro, elle fait ce qu'elle peut, elle est aléatoire, mais d'un seul coup vous mettez à la pousser, disons dans une direction. Est-ce qu'à un moment elle va être, même au niveau de la mesure de Gibbs, est-ce qu'elle va être depinned? Elle est pinned, je ne sais pas comment on dit pinned en français. Accrochée. Ah, heureusement que... D'accord, super. Accrochée, et puis à un moment, elle se décroche. D'accord? Cette transition-là, alors, rappelez-vous, pourquoi c'est peut-être pas très compliqué, au moins pourquoi il y a un espoir que ce ne soit pas la fin du monde, c'est que ça correspond à mon information exponent qui vaut 1. Dans Tensor PCA, on rajoutait un x puissance p. Ici, on rajoute un champ, donc c'est rajouter x puissance 1. Donc c'est a priori plus simple. La complexité, quand on rajoute un champ comme ça, elle a été faite dans un travail récent. Pour les vers de spin, elle a été parfaitement comprise dans un travail récent de Bellius, Nakajima, et j'ai oublié le troisième. D'accord ? Donc c'est tout à fait faisable. Ici, on peut imaginer qu'on pourrait comprendre ça. Donc si on croit nos amis physiciens, on pourrait imaginer qu'on a une transition entre pinning et dépinning pour cette variété. Et ça correspond précisément à prendre nos vers de spin, leur mettre un terme déterministe, mais après regarder comment la collaboration entre eux se passe. Okay ? Et après, ça c'est pas la fin de l'histoire. Ensuite, il faut faire ce que je vous ai raconté pour les statistiques de rang 1. C'est-à-dire il faut faire la dynamique. Donc maintenant, vous prenez une dynamique qui là, ça ne sera pas du online gradient descent, vous allez prendre une dynamique naturelle en physique, c'est-à-dire Langevin, et vous vous posez la question, si j'ai une force de dépinning suffisante, dynamiquement, donc que ma mesure de Gibbs, elle va aller se promener un peu plus haut, dynamiquement, comment ça se passe? Et là, c'est des questions vraiment riches, très dures en fait en physique, et ça correspond précisément à la dynamique que je viens de vous raconter tout à l'heure sur les trucs de rang 1. Mais avec un exposant k égale 1, donc pas trop difficile. Vous pouvez vous poser par exemple la question, suivant la nature de la force et les paramètres que vous avez mis pour votre mu, les paramètres d'élasticité et de masse, vous pouvez imaginer toutes sortes de scénarios. Vous pourriez imaginer par exemple, qu'est-ce qui se passe? Vous démarrez ici, vous poussez par là. Évidemment, on est en très grande dimension, donc comme avec ma sphère comme ça, ce que je décris là, c'est juste mes mains qui bougent. Mais
Vous pouvez imaginer qu'il va y avoir quelques sites qui vont commencer, eux, à sentir la force et à se décoller pour aller là. Et puis, ceux qui sont autour vont lui dire « Ah non, 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 nous on est en bas, redescends ». C'est ça que l'élasticité. Donc on peut avoir des choses qui montent comme ça. Puis à un moment, comme dans un phénomène de nucléation, vous pouvez imaginer qu'il y en a qui réussissent à passer un seuil et qui sont installés en haut et qui réussissent à rester là. Les autres n'arrivent pas à le faire descendre. Et puis vous pouvez en avoir plusieurs à plusieurs endroits, et à un moment, ça va faire que toute la variété sera montée là-haut. La structure de ce deepening dynamique est quelque chose d'extrêmement intéressant et que pour l'instant, on ne comprend pas. Là, ce que je viens de décrire, c'est un scénario. Alors j'ai discuté hier avec Giulio, l'intérêt, c'est que ça ouvre sur la... Parce que tout ça est plus ou moins compris par les physiciens, bon, mais difficile à lire pour moi. Et effectivement, suivant la valeur de la force et suivant la valeur des paramètres de masse et d'élasticité, il y a plusieurs scénarios possibles si on les croit. Et en fait, il faut se rendre compte que cette dynamique-là, c'est une dynamique qui correspond à celle que je vous ai racontée en statistique. D'accord ? Vous avez une espèce de phase de search. Votre truc démarre de zéro, puis de temps en temps, il essaye d'aller dans la bonne direction, mais quel est le chemin qu'il va suivre, c'est pas du tout évident, en fait. D'accord ? Et ça, c'est ouvert. Je pense que je vais m'arrêter là.